Dans ton pot de Nutella, il y a ça. Est-ce que tu en as envie vraiment? À quel prix? C'est pas bobo de manger bio, c'est juste c'est du bon sens malheureusement. Top Chef, j'espère juste que c'est vraiment que le début. L'ouverture d'un restaurant, l'écriture d'un livre, un film, c'est déjà pas mal en soi. Manger maintenant c'est un acte politique. C'est-à-dire que quand on ingère quelque chose, on se doit d'être au courant dans les vastes lignes de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme. Si vous allez, je sais pas, chez McDo, vous êtes conscient qu'il y a plus de 20 produits dans leurs frites, des produits cancérigènes. Vous devez être conscient qu'il y a juste une éthique vis-à-vis de l'animal qui est juste un enfer concernant leur steak par exemple. Si vous êtes vegan, mais qu'en même temps vous achetez des fruits et des légumes qui viennent du Pérou et qui au final, je sais pas, par exemple je pense notamment aux avocats qui ont vraiment un impact qui est juste dramatique et qui en plus, j'ai vu tout un documentaire sur une sorte de mafia qui est en train de se créer. Voilà, je pense que pour changer le monde déjà il faut s'intéresser à tout et prendre conscience que ce qu'on ingère, ce qu'on consomme, l'acte le plus banal en fait, qui est manger, respirer et dormir, maintenant c'est devenu le nerf de la guerre quasiment. Enfin moi je le vois comme ça, vraiment je me dis l'alimentation maintenant c'est le nerf de la guerre. L'élevage industriel c'est plus de 30% de gaz à effet de serre, enfin des émissions de gaz à effet de serre de façon globale. C'est plus que tous les transports réunis. Donc voilà, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas à chipoter. Il y a tout à refaire. Pour moi, il y a tout à refaire. Donc ça va passer par réfléchir à des méthodes de production. On voit par exemple avec la permaculture qui a été prouvée là très récemment rentable et en plus nettement plus productif que le système actuel. Revalorisation des sols, qui sont en train de mourir et donc du coup qui ne vont plus produire très prochainement. J'ai vu ça aussi en Angleterre, leurs sols sont en train de s'épuiser et puis aux Pays-Bas ou en Allemagne. Voilà, y a ça, revalorisation des paysans parce que le monde paysan est en train de mourir. On est en train de perdre, je crois que d'ici 20 ans on va perdre encore la moitié de nos agriculteurs alors qu'ils ne représentent que 3% de la population. Enfin, il y a 3% de la population en France qui nourrit les 97 autres pourcents. Il y a 50 ans, c'était 10 fois plus. Donc, à un moment donné, le monde va vite, mais je pense qu'il faut aussi se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'on veut aller? Comme dit Pierre Rabhi, quelle planète on veut laisser à nos enfants et quels enfants on veut laisser à notre planète. Donc, et ça aussi, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est l'éducation des enfants. Donc, c'est de leur expliquer constamment, voilà ce que tu ingères, voilà dans ton pot de Nutella, il y a ça. Est-ce que tu en as envie vraiment? À quel prix? Et voilà, je pense que c'est ça, c'est l'éducation, se poser les bonnes questions, se remettre en question en tant qu'être humain. L'éducation, c'est aussi une partie importante de ce que tu penses être nécessaire pour l'avenir? En soi, moi j'ai déjà 30 ans et je considère que... Enfin, j'ai pas 30 ans, mais voilà, j'ai 28 ans, 27 et je me dis en soi, je suis déjà plus l'avenir en fait. J'ai encore de belles choses à faire sur la planète, mais je suis plus l'avenir. L'avenir, c'est les générations qui arrivent, qui est hyper connectée, mais en même temps extrêmement consciente aussi de tous les enjeux, de tout ce qui se passe. Donc, parce que c'est vrai que c'est très simple, hein, on regarde un téléphone et puis on peut savoir tellement de choses tellement vite maintenant. Et je pense à une application qui s'appelle Yuka. Maintenant, il suffit juste de sortir son téléphone, de montrer le produit et après directement on a les informations concernant, je sais pas, les bienfaits ou pas. Et voilà, donc les enfants d'aujourd'hui qui arrivent, pour moi c'est eux qu'il faut briefer, mais parce que ça va être
les engagés de demain. Ça va être les acteurs, c'est eux les vrais acteurs du changement. Moi, je vais tout faire pour en faire partie, mais eux, ils arrivent. Enfin, c'est la génération 2050. C'est eux qui vont vraiment connaître. J'aurai 60 ans en 2050. Eux, ils seront quasiment en plein dans leur trentaine et voilà. C'est eux qui vont connaître les 10 milliards d'individus sur Terre. C'est eux qui vont connaître les problèmes d'eau, de souveraineté alimentaire aussi. Enfin voilà, c'est eux qui doivent s'engager maintenant. Même si c'est déjà très tôt, mais il faut qu'ils aient déjà conscience que leur vie, elle se joue dans 30 ans et que dans 30 ans, les enjeux qu'il va y avoir, ça va être totalement différent des enjeux actuels. Tu parles aussi de Resto Solidaire. Ouais. C'est un projet qui reste... Bien sûr, ça reste... On m'a proposé de faire Refettorio, que je devrais faire très bientôt. Refettorio, c'est une sorte de... Pour les cuisiniers, c'est une sorte de pop-up où on vient avec 1 ou 2 cuisiniers et on fait à manger avec les invendus pour les réfugiés ou des sans domicile fixe. En Australie, j'ai pu voir un projet qui s'appelait Lentils as Anything. Et en gros, l'idée c'était que les gens qui ne pouvaient pas payer ne payaient pas. Et ceux qui pouvaient payer plus payaient. Et donc en fait, au fur et à mesure, dans la finalité, ça s'équilibrait. Ceux qui ne pouvaient pas payer pouvaient donner de leur temps aussi, aider en cuisine, ce genre de choses. Et ça crée un équilibre et au final, le restaurant était rentable. Mais et en plus, permettait de nourrir des gens qui galéraient, quoi. Donc ça, c'est limite quelque chose que j'aimerais qu'il se démocratise vraiment à travers les restaurants. C'est valoriser les invendus, se calmer sur le gaspillage, parce que c'est vrai que la restauration gâche, je pense, c'est compliqué. Je pense notamment aux restaurants de collectivité, quand on nourrit 1000 personnes, il va forcément avoir quelques... Mais ça, ils y peuvent rien, attention, je juge pas. Oui, et donc, dans tout le côté éthique et locavore aussi, c'est un de tes credos. On mange des choses qui viennent d'endroits où on pourrait les laisser, en gros. Je vais reciter encore Pierre Rabhi, mais raconter une anecdote que je trouvais hyper réaliste. Il racontait que il y a 2 camions qui se sont heurtés sur, je crois que c'était les routes néerlandaises ou je sais plus quoi. Ils se sont heurtés parce que, non, sur les routes françaises, il y avait les tomates qui venaient d'Amsterdam, qui descendaient au final en Espagne, et les tomates d'Espagne qui montaient à Amsterdam. Et les camions se sont entrechoqués parce qu'ils se sont croisés, alors qu'en fait, ça n'a juste pas lieu d'être. Si on réfléchissait bien, si on se bougeait un peu les fesses pour se dire bon, peut-être que l'autosuffisance, ce serait peut-être une de nos priorités quand même. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'en Ile-de-France, on est seulement autosuffisant sur de la salade. Si demain, il y a une pénurie alimentaire, on est dans la merde. On est dans la merde. Et ça, les gens, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans un système où ça vient de tous les côtés. Mais là, si demain on a un problème, je sais pas, il n'y a plus d'avions qui peuvent venir, il n'y a plus de bateaux. Bon, la probabilité, elle est hyper faible, elle est quasi impossible. Mais on n'est juste pas prêt en fait. On n'est juste pas prêt à se nourrir sans les autres. Et ça, c'est dommage. 2 salades, oui, 2 salades, mais on va pas tenir longtemps avec des salades malheureusement. Donc je trouve qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas de sens. C'est épuisant quand je me balade dans les étals et je vois des produits, je vois Pérou, Costa Rica, je me dis mais est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer ces produits-là? Est-ce qu'on a besoin de notre tranche d'ananas, de mangue tous les matins, de nos fruits rouges néo-zélandais, nos fruits rouges néo-zélandais ou même néerlandais qui sont totalement hors saison, bourrés de pesticides, qui au final nous font plus de mal que de bien en plus. Donc non, je me dis que ce système-là, ça peut pas... J'ai l'impression qu'on ferme les yeux et qu'on se dit ouais c'est pas normal, mais en même temps, ouais, c'est compliqué de changer les choses. Bah ouais, je sais, mais en même temps, si on gueule pas,
peut-être que vous allez être derrière votre écran en disant mais c'est qui ce connard qui a des points de vue extrêmes, et j'en suis désolé malheureusement, mais ça veut dire que vous m'avez mal compris, mais pour faire changer les choses, je pense qu'il faut gueuler en fait. Et ce que j'aimerais, moi, c'est plus être une voix isolée en fait, j'aimerais qu'on gueule tous ensemble. Parce que c'est notre futur, quoi. C'est nos gosses, c'est nous, c'est nos grands-parents, c'est tellement de choses. La plupart, l'argument qui revient, c'est le manque de diversité. Si on nous enlève les bananes, les avocats, enfin voilà. Alors pourquoi ouais, pourquoi il y a un manque de diversité? Et il faut savoir aussi qu'on a perdu les 2/3 de nos graines. Parce que ça a été rentré dans un calendrier régulé par les lobbyistes et toutes les multinationales qu'on connaît, que j'aimerais citer, mais j'espère que vous les connaissez déjà. Et voilà, c'est à cause de ça. Et puis on a tout fait aussi pour limiter les graines paysannes. Maintenant on veut des graines hyper productives qui sont adaptées aux pesticides et aux herbicides. Forcément, il n'y a pas de diversité, ouais, c'est normal. Moi aussi, ça me frustre de voir 4 tomates qui sont rondes, parfaites, des pommes qui sont brillantes, lustrées à la cire cancérigène, enfin voilà. Ouais, il n'y a pas de diversité, mais ça c'est de notre faute, c'est parce qu'on n'a pas gueulé quand il fallait. Du coup, au quotidien, tu fais comment? Moi, comment je me nourris? Eh ben, déjà, je me limite simplement à rester locavore, dans la saisonnalité, le plus de bio possible. Parce que je comprends que ce soit compliqué aussi, mais voilà. Il y a un argument que je trouve pas valable, c'est quand on me dit ouais mais dans le bio aussi il y a des pesticides. Oui, il y a des pesticides parce que c'est des résidus des sols, et puis c'est surtout aussi que parfois généralement il y a quelqu'un je l'ai vu ça en Chine, il y a un mec qui fait du bio, 200 mètres plus loin il y a un mec qui est en train de sprayer. Donc forcément, il y a des résidus, c'est logique. Maintenant, à vous de vous poser aussi la question, est-ce que je préfère un produit où il y a des résidus malheureusement et où je limite cet apport-là, ou est-ce que je prends celui-ci et où j'ai totalement conscience que bah là je bouffe du cancer, là c'est 100%. Donc voilà, c'est pas valable. C'est pas bobo de manger bio, c'est juste de la réflexion. Il y a un agriculteur qui essaye juste, et je sais que c'est pas évident pour eux parce que j'en ai rencontré, qui se battent en disant bon bah moi je refuse de faire d'utiliser les produits phytosanitaires, je veux reprendre soin de mes sols, je veux prendre soin de mes enfants aussi, parce que par exemple dans des pays comme l'Argentine, qui sont des énormes consommateurs de produits phytosanitaires, il y a énormément de cancers, et ça on peut pas le réfuter. Et on constate d'ailleurs que tous les produits, beaucoup d'agriculteurs qui utilisent ces produits-là ont soit des taux d'autisme chez leurs enfants, ou des malformations, ou des cancers, de façon spectaculaire. Et ça, on continue à nous dire, oui, mais dans le bio, il y a aussi des résidus. Mais arrêtez les gars. Prenez juste une décision, c'est pas bobo de manger bio, c'est juste, c'est du bon sens malheureusement. Alors il y a au-delà du bio, il y a la permaculture, il y a faire soi-même. Donc à partir, ça c'est la perfection en soi. C'est à partir du moment où nous on le fait soi-même, ben, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Mais pollution de l'air, oui, mais malheureusement on est dans un monde où on peut pas tout contrôler. Pollution de l'air, qualité de l'eau, voilà, ça part dans tous les sens. Maintenant, faut juste se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour limiter tout ça, quoi. Donc oui, qualité de l'air, c'est sûr que là on est à un indice 60 sur 100 je crois aujourd'hui, donc c'est pas optimal. La qualité de l'eau, elle est très traitée aussi, l'eau parisienne. Donc oui, mais ça s'arrête jamais. C'est la réalité de notre monde. Mais il faut faire au moins pire, quoi. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut faire au moins pire et au mieux. Est-ce que dans cette démarche, voilà, dans ces valeurs, il y a des propositions qui n'étaient pas en accord que tu as refusées? Oui. Oui. Alors, quand j'ai fait On n'est pas couché avec Laurent Ruquier, il m'a posé une question, il m'a dit vous refusez de travailler avec les industriels? Je lui ai dit oui, parce
que j'aurais l'impression de me mentir. Et c'est vrai qu'il y a des industriels, il y en a on va dire les 5-6e que je vais envoyer bouler. Néanmoins, le changement ne pourra pas se faire sans les industriels. Ça, j'en suis persuadé parce que c'est le grand public, c'est la force de frappe économique, c'est aussi malheureusement les giga marchés maintenant. Voilà, donc si eux décident de rien changer, eh ben, il ne se passera rien. Donc c'est à eux de venir voir des gens engagés, de leur poser des questions, de leur dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, parce qu'on veut que ça s'améliore. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont un train à prendre aussi. Ils vont se dire là, si on fonce pas là-dedans, dans cette direction, si on décide pas de changer les choses, d'autres vont le faire à notre place et on va être écarté. Et d'ailleurs, on le voit hein, avec déjà des trucs comme Biocop ou qui commencent à légèrement foutre des branlées à certains commerces de proximité, type, je sais pas, Carrefour Market ou ce genre de choses. Ça explose, c'est plein tous les jours. Donc ils ont un train à prendre et il faut qu'ils le prennent. Donc c'est là où je dis, évidemment je vais refuser un nombre incroyable d'offres, parce que, enfin incroyable, j'en ai pas reçu tant que ça, mais je refuserai toujours un produit que je ne juge pas en accord avec mes convictions. Par contre, s'il y a des industriels qui me proposent de faire bouger les choses ensemble, et ça je l'expliquerai aux gens, hein, je ne le ferai pas dans leur dos comme ont pu le faire d'autres personnes, et ben je pense que ça peut marcher. Donc oui, je refuserai des offres qui ne me conviennent pas, mais s'il y a une offre que je juge éthiquement viable et intéressante et qui va dans le bon sens, je me poserai la question. Il y a un documentaire qui est en cours avec toutes les images et tout ce qui a été tourné pendant le tour du monde. Oui, il y a un documentaire. C'est énorme. En soi, c'est le projet c'est plus de 2 ans, voire 3 ans au final, parce que on a le tour du monde qui a duré 9 mois, mais il y a eu la préparation en amont et maintenant il y a aussi le dérochage. On a plus de 150 heures d'interview quand même. Avec au moins 2 à 3 personnes, enfin 2 à 3 acteurs du changement dans chaque pays. Donc ça représente une 40aine de personnes au final. Oui, le projet il est énorme parce qu'il va falloir condenser ça en 1h30 avec une argumentation convaincante. Donc vraiment dans l'idée de faire changer certaines prérogatives chez les gens, qui se disent bon bah là effectivement cette personne-là a raison. L'idée de base en fait de ce documentaire, c'était que les gens se disent bah si ça bouge au Cambodge, si ça bouge en Bolivie, si ça bouge je sais pas, bon là je cite des pays un peu plus en difficulté, mais même en Australie à l'autre bout du monde, bah pourquoi moi je peux pas le faire ici? Et donc voilà, c'est un très gros projet et je croise les doigts, mais logiquement ce serait pour février prochain. Ok, donc pour conclure, là février, si tout se passe bien, un livre, un documentaire, et après ce sera un petit peu le... non, mais avant février, j'espère qu'il va y avoir d'autres choses quand même. Je sais pas, franchement, il me manque je sais pas quoi pour soit vouloir ouvrir un restaurant, je sais pas quoi encore. Je pense que j'ai besoin d'un cadre, de quelqu'un qui me dise bon on fonce mais je suis avec toi quoi, parce que c'est vrai que j'ai un peu peur de le faire tout seul, j'ai un peu peur de me viander. Il y a un restaurant, mais voilà, j'aimerais faire de la télé aussi parce que je pense qu'on peut véhiculer plein de jolies choses à travers la télévision, parce qu'on peut porter les gens par une passion, par le fait de visualiser ce qu'on veut dire. Voilà, je peux très bien préciser certaines choses qui me sont à mon sens importantes, et c'est vrai que le spectateur va tout de suite va comprendre en soi. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué à la radio ou je sais pas, à l'écrit. Donc oui, la télévision, je pense que c'est bien. L'ouverture d'un restaurant, l'écriture d'un livre, un film, c'est déjà pas mal en soi. C'est pas mal. Mais voilà, j'espère que ça va. J'y crois quoi. Je me dis si dans le sens où
Top Chef, j'espère juste que c'est vraiment que le début et que maintenant je vais pouvoir, parce que Top Chef ça m'a bien plu, mais j'étais un peu censuré dans le sens où voilà, j'avais des messages qui étaient un poil trop forts pour une émission qui est sponsorisée par l'agroalimentaire aussi, donc ouais, j'espère juste que ça va, maintenant je vais pouvoir m'exprimer en quelque sorte.